Les diagrammes. Partie 2. Diagramme de quartile. Dans cette deuxième partie, nous verrons les diagrammes de quartile et l'analyse des diagrammes de quartile. Tout au long de la capsule, nous consulterons et compléterons notre résumé. Alors, si vous ne l'avez pas déjà en main, je vous invite à aller le chercher pour pouvoir y ajouter des informations. Section 2. Diagramme de quartile et analyse d'un diagramme de quartile. Vous connaissez déjà ce que sont les quartiles, symbolisés par Q1, Q2 et Q3. Les quartiles séparent une distribution de données en 4 parties contenant environ 25% des données. Alors, si vous ne vous rappelez plus comment calculer les quartiles, vous pouvez réécouter la capsule M4104-32 sur les mesures de dispersion et en particulier les quartiles. Alors, dans cette capsule, nous allons voir comment tracer un diagramme de quartile et nous allons voir quelle information peut se dégager d'un diagramme de quartile. Prenons l'exemple suivant. Nous avons 20 notes d'élèves qui ont passé un examen d'histoire. Alors, voici le diagramme de quartile qui est associé à cette distribution. Alors, que retrouve-t-on dans un diagramme de quartile? Premièrement, ici, une espèce de boîte avec une droite verticale à l'intérieur de la boîte et 2 tiges, une à droite de la boîte et une à gauche de la boîte. Sous la boîte et les tiges, on a un axe gradué, ici. Voilà. Alors, quelle information se trouve dans le diagramme de quartile? Premièrement, ici, l'extrémité de la tige gauche nous donne la valeur du minimum, qui est de 55. L'extrémité de la tige de droite nous donne l'information sur le maximum de la distribution. Alors, la distribution va de 55, ici, que l'on voit ici au niveau de la graduation, de 55 à 99. Ensuite, les 3 autres barres verticales nous donnent les informations sur les quartiles. Donc, premier quartile, 58,5, deuxième quartile, 65 et troisième quartile, 79,5. Alors, les quartiles ont été préalablement calculés dans cette distribution et nous avons bâti le diagramme de quartile à l'aide de ces informations. Voilà. Donc, rapidement ici, Q2, c'était la médiane, la moyenne entre la 10e et la 11e donnée, 65. Et ensuite, Q1, c'était la médiane des 10 premières données, donc la moyenne entre la 5e et la 6e donnée, 58,5. Et Q3, la moyenne entre la 5e et la 6e donnée après Q2, 79,5. Voilà. Donc, on forme une boîte avec Q1, Q2 et Q3 et on trace des tiges pour aller chercher le minimum et le maximum. Voilà. Alors, que met en évidence un diagramme de quartile? Eh bien, tout simplement, lorsqu'on observe un diagramme de quartile, on voit très bien le maximum et le minimum de la distribution. Ça met en évidence évidemment les quartiles et par conséquent les intervalles contenant le premier 25% de données, le deuxième 25% de données, le troisième et le quatrième. Voilà. Ensuite, ça met en évidence la dispersion ou la concentration des données. Ce que l'on veut dire par dispersion ou concentration des données, eh bien, plus les données sont étendues, plus les données sont dispersées. Alors, regardons ici, entre le deuxième et le troisième quartile, les notes vont de 65, ici, jusqu'à 79,5. Alors qu'entre le premier quartile et le deuxième quartile, les notes vont de 58,5 à 65. Alors, on voit ici que les données sont moins dispersées entre Q1 et Q2 qu'entre Q2 et Q3. Vous voyez qu'il y a une plus grande différence entre la donnée maximale de cette partie et la donnée minimale de cette partie. Alors, lorsque vous observez
les rectangles ou les tiges, eh bien, la longueur du rectangle, comme ceci, nous apprend sur la dispersion des données. Ici, on va conclure que les données sont plus dispersées ici qu'ici, ou plus dispersées ici, dans ce dernier 25%, que, par exemple, dans ce 25% ou dans ce 25%. On peut dire également que les données sont plus concentrées ici, entre Q1 et Q2, qu'entre Q3 et le maximum. Lorsqu'on dit plus concentré, c'est la même chose que moins dispersé. Alors voilà ce que l'on dit ici. La longueur des rectangles nous renseigne sur la dispersion ou la concentration des données et non pas sur le nombre de données dans chaque intervalle, car n'oubliez pas que chaque quart contient environ 25% des données. Donc, faites très attention. Entre Q2 et Q3, il n'y a pas plus de données qu'entre Q1 et Q2. Il y a autant de données, ou environ autant de données. La différence, c'est que les données sont plus dispersées ici qu'ici. Voilà. Ceci est très important à saisir. Les diagrammes de quartier sont intéressants aussi pour comparer deux distributions. Nous allons voir ceci un petit peu plus tard dans la capsule. Maintenant, comment construire un diagramme de quartile? Alors, tout simplement, nous allons calculer les quartiles, nous allons dessiner et graduer l'axe et nous allons tracer la boîte et les tiges. Allons-y, nous avons 19 données. Alors, tout d'abord, nous allons trouver la médiane qui est Q2. Alors, Q2 correspond à la donnée de rang 19 plus 1 sur 2, donc 20 sur 2, qui correspond à la 10e donnée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voici notre médiane ici, Q2. Donc, Q2 est égal à 71. Ensuite, nous allons calculer Q1. Q1, c'est la médiane des 9 premières données, qui correspond à la 5e donnée. 1, 2, 3, 4, 5, ici. Q1. Voilà, vous avez 4 données ici et 4 données ici. Donc, Q1 est égal à 60. Et ici, ce sera la 5e donnée à partir de 73. 1, 2, 3, 4, 5. Qui va nous donner la valeur de Q3. Q3 égale 81. Voilà. Ensuite, on va dessiner et graduer l'axe. On va s'assurer que le minimum et le maximum figurent sur l'axe. Alors, on peut ajouter ici les informations sur le minimum, qui est 50, et le maximum ici, qui est de 90. Alors, on doit tracer un axe gradué, comme ceci. Voilà, on s'assure que le 50 ici et que le 90 figurent bien sur l'axe. Ensuite, on va situer le minimum, le maximum et les trois quartiles. Le minimum, c'est 50. On se trace une droite verticale au-dessus du 50. Le maximum, 90. On trace une droite verticale au-dessus du 90. Ensuite, même chose pour les trois quartiles, 60. On trace une droite verticale au-dessus. 71 et 81. Voilà. Et ensuite, tout simplement, on trace la boîte et les tiges. Alors, les trois du centre sont reliés comme ceci pour tracer la boîte. Et on relie les deux derniers ici par des tiges. Voilà. Alors, voici le diagramme de quartile qui est associé à cette distribution. Si vous le désirez, vous pouvez ajouter des petits pointillés ici pour montrer la valeur exacte des quartiles, comme ceci. Voilà. Alors, avant de poursuivre, je vous suggère de tracer un diagramme de quartile sur votre résumé comme modèle et ensuite nous ferons quelques exercices. Voilà, mettez la vidéo en mode pause et transcrivez ceci et ensuite redémarrez la vidéo pour faire quelques exercices.
Exercice 1. Construisez un diagramme de quartile pour chacune des distributions suivantes. Voici la distribution. Je vous laisse faire ceci, mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Voici la solution de l'exercice 1A. Alors, le diagramme de quartile nous donne ceci, avec Q1 égale 67, Q2 égale 72, Q3 égale 83, minimum 50, maximum 108. Maintenant, petite question supplémentaire. Vrai ou faux? Le graphique nous montre que les données sont plus concentrées entre Q1 et Q2 qu'entre Q2 et Q3. Prenez quelques secondes pour y penser. Eh bien, c'est vrai parce que le rectangle ici est plus étroit entre Q1 et Q2 qu'entre Q2 et Q3. Donc, les données sont plus condensées ici, ou concentrées, qui est la même chose, qu'entre Q2 et Q3, où les données sont plus dispersées ou moins concentrées. Alors, c'est vrai. Voilà. Même chose ici pour l'exercice 1B. Je vous laisse construire le diagramme de quartile, mettez le vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Solution de l'exercice 1B. Voici le diagramme de quartile. Alors, le minimum 16, Q1 égale 20, Q2 égale 25, Q3 égale 32,5 et le maximum 56. N'oubliez pas également le titre ici et la graduation de l'axe. Maintenant, petite question supplémentaire, vrai ou faux, la moyenne des données est égale à 25. Prenez quelques secondes pour y penser. Eh bien, c'est faux parce que le diagramme de quartile nous renseigne sur la médiane. Alors ici, on voit que la médiane Q2 est égale à 25, mais cette médiane ne correspond pas nécessairement à la moyenne. Il faudrait calculer la moyenne en utilisant toutes les données et nous verrions que cette moyenne n'est pas égale à 25. Donc ici, c'est faux. La moyenne des données n'est pas égale à 25. Et rappelez-vous en particulier que la moyenne n'est pas identifiée dans un diagramme de quartile. Voilà. Continuons maintenant avec l'analyse du diagramme de quartile. Premièrement, on définit ici une nouvelle notion qui s'appelle l'étendue interquartile, que l'on note par EI. Et par définition, l'étendue interquartile, c'est la valeur de Q3 moins Q1. Alors, puisque Q3 se situe ici et Q1 ici, on voit que l'écart entre Q3 et Q1 contient 50% des données. 25 plus 25. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous donne comme renseignement l'étendue interquartile? Eh bien, ça nous renseigne sur la dispersion des données autour du centre. Aussi, ça nous permet de définir ce qu'on appelle une donnée extrême ou une donnée éloignée. Regardons l'exemple suivant. Vous voyez ici les données 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 23, 25, 26 et vous avez ici un 48. On voit ici que la donnée 48 est éloignée des autres données. Alors, les mathématiciens ont décidé de donner une définition à une donnée éloignée et c'est la suivante. Une donnée d'une distribution est considérée comme éloignée si elle est supérieure, donc si sa valeur est plus grande que la valeur de Q3 plus 1,5 fois l'étendue interquartile. Alors, si c'est plus grand que Q3 plus une fois et demi cette étendue, eh bien, on la considère très loin des autres données. Ou bien, si elle est inférieure à Q1, qui est ici, moins 1,5 fois l'étendue interquartile. Alors, une donnée éloignée peut être très éloignée vers la gauche ou vers la droite. Alors, supérieure à ceci ou inférieure à ceci. Ici, l'étendue interquartile est égale à 23, Q3, moins 7 ici,
qui est égal à Q1, donc 16. Alors, si on calcule Q3 plus 1,5 fois l'étendue interquartile, on obtient ici 47. Et puisque notre donnée 48 ici est supérieure à 47, qui est Q3 plus 1,5 fois l'étendue interquartile, eh bien, on considère 48 comme étant une donnée éloignée. Donc, dans ce cas, lorsqu'on trace un diagramme de quartile, on choisit parfois de remplacer ce diagramme par celui-ci, où l'on inscrit un petit X ici au lieu de terminer la tige de droite à la donnée éloignée. Alors, c'est comme si on éliminait cette donnée et que la distribution se terminait à 26. Alors, on termine la tige de droite à 26 et on inscrit un petit X ici pour montrer qu'il y avait une petite donnée éloignée. Voilà. Alors, lorsqu'il y a une donnée éloignée comme ici, si l'on calculait la moyenne en omettant le 48, c'est-à-dire en éliminant le 48 de la série de données, eh bien, la moyenne serait beaucoup plus représentative des données. Elle serait davantage rapprochée de la médiane. Voilà. Alors, c'est ce qu'on fait habituellement dans des études. Si on a des données qui sont très éloignées, parfois on les élimine de la distribution et on calcule la moyenne avec les autres données. Ou on se sert de la médiane. Allons ajouter ceci dans notre résumé. Alors, l'étendue interquartile, c'est Q3 moins Q1. Et une donnée est considérée éloignée si la donnée X est plus grande que Q3 plus 1,5 fois le EI ou plus petite que Q1 moins 1,5 fois EI. Voilà. Transcrivez ceci, mettez la vidéo en mode pause et ensuite nous ferons quelques petits exercices. Exercice 1. Soit le diagramme de quartile suivant. A. Est-ce que la donnée 7 est considérée comme une donnée éloignée et est-ce que la donnée 13 est considérée comme une donnée éloignée? Je vous laisse faire ceci à l'aide de votre résumé. Mettez le vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Voici la solution de l'exercice 1. Eh bien, on doit calculer l'étendue interquartile d'abord qui est de 1,6. Calculer la valeur de Q1 moins 1,5 fois 1,6, ça donne 6. 7, c'est plus grand que 6. Alors, c'est comme si on disait que la limite acceptable ici serait 6. Une donnée qui serait plus petite que 6 serait une donnée éloignée, mais nous avons 7. Alors, 7 n'est pas plus petit que 6, donc 7 n'est pas une donnée éloignée. Pour ce qui est de 13, eh bien, 13 est une donnée éloignée parce que Q3 plus 1,5 fois l'étendue interquartile donne 12,4. Alors, 13, c'est au-delà, c'est plus loin que la limite acceptable du 12,4, donc c'est une donnée éloignée. Voilà. Alors, ce qu'il faut retenir pour le diagramme de quartile, très important, les seules données affichées sur le diagramme qui font nécessairement partie de la distribution sont le maximum et le minimum. Q1, Q2, Q3 ne sont pas nécessairement des données de la distribution. Il faut faire attention à cela. On peut facilement calculer l'étendue de la distribution parce qu'on connaît le maximum et le minimum. Alors, en soustrayant le maximum et le minimum, on obtient l'étendue de la distribution. Les trois quartiles sont identifiés. On peut facilement calculer l'étendue interquartile de la distribution, Q3 moins Q1, qui contient 50% des données. Ici. Chacun des quatre intervalles représentés dans le diagramme contient 25% de données, ou environ 25% des données. Et très important, la moyenne n'est pas représentée dans un diagramme de quartile. Voilà. Ceci étant dit, voici deux petites situations. Premièrement, exercice 2, dans le cadre d'un projet sur le multiculturalisme, chacun des étudiants des groupes A et B d'une école de photographie a pris une photo représentant la diversité des cultures au Québec.
Chaque étudiant s'est ensuite vu attribuer une note sur 20 points par le comité responsable du projet. Voici les diagrammes de quartile représentant les notes des deux groupes. Alors, groupe A, groupe B. Vrai ou faux, vous avez deux énoncés ici. Je vous laisse les lire et répondre et je reviens ensuite avec la solution. Solution de l'exercice 2. Il y a beaucoup plus d'étudiants du groupe A qui ont une note comprise entre 8 et 15 que d'étudiants du groupe B qui ont une note comprise entre 8 et 14. Eh bien, c'est faux parce qu'entre 8 et 14, il y a environ 50% des données ici, alors que entre 8 et 15 ici, il n'y a que 25% des données. Donc, c'est faux. B, les données sont plus dispersées dans le groupe A. Alors, pour répondre à ceci signifie que l'étendue serait supérieure dans le groupe A. L'étendue du groupe A est 20 moins 4, qui est 16. L'étendue du groupe A. Et l'étendue du groupe B est ici 17 moins 6, qui donne 11. Donc, les données sont plus dispersées dans le groupe A. On le voit très bien à l'œil ici que la distance ici ou l'écart est beaucoup plus grande qu'ici, entre le maximum et le minimum. Voilà. Trois autres petites questions ici. Je vous laisse les lire et y répondre et je reviens ensuite avec la solution. La médiane du groupe B est inférieure à la médiane du groupe A. C'est vrai ici. La médiane ici est vis-à-vis 12 alors que celle-ci est de 15. Le groupe A est plus homogène que le groupe B. Qu'est-ce que ça veut dire homogène? Ça veut dire que l'étendue est inférieure. Les données se ressemblent davantage. Alors, c'est faux parce qu'ici, vous avez une plus grande étendue pour le groupe A que le groupe B. Alors, on dirait que le groupe B, c'est plus homogène ici. Et dans les deux groupes, les données sont plus dispersées entre le premier et le deuxième quartile qu'entre le deuxième et le troisième quartile. Alors, regardons ceci. Entre le premier et le deuxième, ici, c'est plus dispersé qu'entre le deuxième et le troisième. Et est-ce que c'est la même chose pour le groupe B? Oui, on voit ici que c'est plus dispersé entre le premier et le deuxième qu'entre le deuxième et le troisième. Voilà, donc c'est vrai. Ceci termine la capsule. Voici à nouveau le résumé. Je vous souhaite un bon travail.